Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec la star Fabrice Hawkins. Vous le connaissez forcément via RMC et via ces informations folles qu'il nous sort chaque semaine sur le Paris Saint-Germain. Et ben, je le reçois à l'occasion de son livre qui s'appelle De l'enfer au paradis aux éditions Flammarion, qu'il a écrit, parce qu'il faut oublier personne, qu'il a écrit en collaboration avec Apolline Boucherie. Tu vois, on fait bien les choses chez nous, chez Call Interview, Fabrice. Tu as bien raison. Salut Colin, avec ma collègue évidemment Apolline Boucherie. On a fait ce bouquin et je suis vraiment très fier et content d'être avec toi. Merci. Moi aussi, je suis très content de te recevoir dans cette émission. Très content de te recevoir. J'ai plein de choses à aborder avec toi parce que je sais que tu as déjà longuement abordé le contenu de ton livre via notamment l'After avec RMC. Mais j'ai plein de choses, et aussi avec Jérôme Roten, il me semble. Mais j'ai plein de choses qui n'ont pas été mentionnées, notamment sur l'épopée de Luis Enrique au PSG. Et on va essayer de reprendre les choses de manière un peu chronologique, même s'il y a pas mal d'allers-retours dans ton livre. J'ai envie de parler d'abord de la relation avec Kylian Mbappé, sur sa façon de gérer les choses, parce que tout le monde retient que Kylian Mbappé a été mis dehors par son conflit avec le Paris Saint-Germain, ce qui est une partie de la vérité, une grosse partie de la vérité. Mais il y a aussi la gestion de Luis Enrique. Tout le monde a en tête le fameux passage viral dans le reportage où il lui dit c'est catastrophique. C'est magnifique ce moment-là, mais ça montre plein de choses ce passage-là. Alors dis-moi un petit peu quelle considération il avait, Luis Enrique, pour Kylian Mbappé, parce qu'à un moment il le met de côté, il le remet en neuf, il peut pas s'en passer, mais il peut pas le mettre dans les conditions qu'aimerait Kylian. C'est quoi la considération qu'il a pour lui? Luis Enrique est comme tous les coachs finalement. Il trouve et il pense que Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est difficile de dire autre chose. Quand vous l'écoutez, c'est rare. Même tu trouveras pas d'interview de lui en fait où il dit du mal de Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il trouve que c'est un grand joueur. Après, dans sa conception du football on l'a vu dans son reportage, c'est vrai qu'il aime que tout le monde, et notamment les attaquants, il aime vraiment que tout le monde défende, que tout le monde s'astreigne à cette tâche qui est parfois difficile, qui est pas naturelle pour les attaquants. Et Kylian Mbappé, on sait que c'est pas le premier à défendre. En tout cas, c'est pas ce qu'il aime le plus. Et d'ailleurs, il le revendique assez facilement. Et donc, ils avaient une relation, surtout sur la deuxième partie de saison, à partir du moment où Kylian Mbappé est parti. Ils avaient une relation. Alors, il y a le terrain où depuis le départ, ils voulaient vraiment que Kylian Mbappé défende, vraiment qui participe plus à la tâche collective. Et c'est ce qu'on voit notamment quand il dit c'est catastrophique, quand tu leur montres. Il me semble que c'est le match face au FC Barcelone, le match aller. Et donc il y a cette relation sur le terrain, et puis il y a cette relation également en coulisses où il l'a mis sur le banc de touche à partir du moment où il a dit qu'il allait partir, tout simplement. Et il l'a expliqué parce qu'il préparait déjà la saison d'après. Et donc il faisait jouer les gros matchs en Ligue des Champions, pas de problème. Et sur les matchs de Ligue 1, il préférait mettre d'autres joueurs qui étaient assurés d'être là la saison suivante, donc pour préparer son collectif tout simplement, ce qui a pu peut-être quelque peu effriter la relation, parce qu'on imagine que Kylian Mbappé n'était pas heureux d'être sur le banc de touche. Il n'était pas d'ailleurs, c'est sûr. Non, connaissant le bonhomme, je pense qu'il ne l'était pas. Mais tu penses que d'autres coachs auraient eu la force de caractère de faire ça? Parce que dans la théorie, tout le monde dit, hein, moi je serais coach, je le mettrais de côté, il est plus dans le projet, etc., etc. Mais mettre Kylian Mbappé avec tout ce qu'il représente, que ce soit sur le plan sportif, voire plus, c'est plus que de la personnalité qu'il faut là pour réussir un tel geste. Bah, il faut deux choses déjà. Il faut la personnalité, parce que comme tu l'as dit, tous les coachs ne seraient pas capables de le faire. Ça, c'est un fait. On l'a vu avant lui, il y avait Christophe Galtier qui avait beaucoup plus de mal, qui prenait beaucoup plus de pincettes avec ces stars-là. Luis Enrique, il est arrivé, il savait très bien ce qu'il voulait. Donc déjà, les joueurs qui ne rentraient pas dans son projet, c'est le cas de Neymar et Verratti, peut-être qu'on en parlera plus tard, il les a mis de côté. Et Kylian Mbappé, lui, pour le coup, il trouvait, comme je disais tout à l'heure, que c'était vraiment un top joueur. Donc il n'était pas question de s'en séparer. En revanche, il voulait vraiment que tout soit fait autour de son collectif. Donc, à partir du moment où il avait le sentiment qu'il devait préparer la saison suivante et que Kylian Mbappé ne rentrait pas forcément, enfin ne rentrait pas dans ce collectif-là, il l'a mis sur le banc. Mais encore une fois, il fallait une grosse personnalité. Tous les entraîneurs n'ont pas été capables de faire ce qu'a fait Luis Enrique. Et puis la deuxième chose, il faut être soutenu par son président, par ses dirigeants. Parce que quand on met Kylian Mbappé sur le banc de touche, bon, si derrière ça grince,
ça reste un salarié et ça peut être très vite difficile pour lui. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas non plus, c'était pas une preuve de courage extrême dans le sens où Kylian Mbappé avait énervé et on le raconte bien dans le livre. Il avait vraiment énervé ses dirigeants en disant qu'il allait partir. Donc bon, il savait très bien qu'il allait pas se faire taper sur les doigts. Au contraire, en le mettant sur le banc. C'est vrai. D'ailleurs, le livre, de toute façon, je l'ai dévoré pour rien vous cacher. Je l'ai dévoré en un aller-retour Bordeaux-Brest parce que je couvrais la Ligue 1 ce Et week-end. là, Ça se lit, mais comme un roman. Tu me l'avais dit par message, ça se lit vraiment comme un roman. Il y a plein d'histoires, ça s'arrête jamais. Il y a un rythme effréné dans le livre qui est relativement petit par rapport au contenu qu'il y a. Il y a seulement à peu près 300 pages dans le ouais, livre. 300 pages. On essaie Ça de se lit faire vraiment court très en bien. fait, mais essayer de le rythmer comme tu dis, de condenser les meilleurs moments finalement de ces 2 saisons. Et on voulait pas faire traîner certains passages, être trop long. L'idée c'est vraiment de donner du rythme, raconter la coulisse et vraiment aller dans le vif du sujet tout de suite. Ce qui m'a passionné, c'est tout ce qui concerne la relation entre Luis Enrique et son groupe. C'est pour ça que je suis remonté jusqu'à Kylian Mbappé. Parce que oui, tout le monde a envoyé énormément d'éloges sur le travail technique qui a été réalisé par Luis Enrique depuis son arrivée jusqu'au sacre en Ligue des Champions. Mais il y a eu pas mal de couacs en réalité sur la construction de cette relation, sur la construction de ce succès-là, pardon. On a parlé de Kylian Mbappé, son départ. Verratti, Neymar, là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur que ce soit au niveau de l'émir du Qatar qui ne voulait plus, de Neymar par rapport à tout ce qu'il avait représenté comme, j'aime pas dire ça, mais échec sur son arrivée au Paris Saint-Germain. C'était un peu vers moitié plein, vers moitié vide. La vision de Luis Enrique, qui le connaît, qui a évolué avec lui au FC Barcelone, avec qui tout s'est très bien passé là-bas, c'est quoi sa vision de Neymar et de Verratti quand il arrive? Il faut se souvenir que Luis Enrique, il arrive donc à l'été 2023. Il y a encore toutes les stars. Il y a Messi qui arrive en fin de contrat. On sait déjà qu'il va partir. Et lui, dans ses discussions avec les dirigeants, il est assez clair. Il dit tout de suite, ce sera pas possible d'entraîner une équipe où il y a autant de stars. Dans son projet, et on le voit par ce qu'il fait aujourd'hui et par les succès qu'il a eus, il a dit, il faut absolument mettre l'équipe au centre de tout. Et aujourd'hui, avec Neymar, avec des joueurs qui peut-être rechignent parfois à certaines tâches défensives, avec des joueurs aussi qui ne représentent pas, en tout cas qui ne sont pas des modèles en dehors du terrain, en termes d'exemplarité, qui ne tirent pas toujours dans le sens du collectif, c'est compliqué pour lui de mettre en forme ce qu'il voulait. Donc c'est vrai que Neymar et Verratti, ils ont été mis de côté. Ça s'est fait de manière assez brutale d'ailleurs, hein, parce que il n'a pas forcément pris de pincettes, mais Non, au moins il dit les choses et il est honnête. Hein. Il y ouais, a ça on aussi peut pas lui Gianluigi enlever. Donnarumma qui a été mis à la porte. En tout cas, on lui a signifié qu'on ne comptait plus sur lui là sur le dernier mercato. Là aussi, ça s'est fait avec beaucoup d'honnêteté et Gianluigi Donnarumma l'a reconnu en disant bah au moins il m'a dit ce qu'il pensait et voilà il a son jugement. On aime ou on n'aime pas, mais au moins il a été honnête. Et là, c'est un peu le même procédé avec Neymar, avec Verratti. Il y a eu une réunion, Luis Campos, Luis Enrique, et il leur a dit entre quatre yeux qu'il ne rentrait pas dans le projet et qu'il devait s'en aller, chose que les deux joueurs ont compris, et c'est pour ça qu'ils sont partis. C'est un peu moins criant pour Neymar parce qu'on a tous en tête le Final 8, tu sais, où il a eu une attitude qui était pour le coup exemplaire Bien sûr, sous les ordres, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Thomas Tuchel à l'époque. c'est pas Non, c'est Pochettino, pardon, c'est Pochettino. Pochettino, ouais, C'est c'est Pochettino qui est Pochettino. là. Et là, il a une attitude exemplaire, Neymar. D'ailleurs, des trois, quand il y a Messi, même plus tard, Messi, Mbappé et Neymar à la tête de l'attaque du Paris Saint-Germain, celui qui est plus impliqué dans le travail défensif des trois, ça reste lui. Il n'y a pas au sein du groupe la sensation peut-être qu'on est un peu trop dur avec Neymar potentiellement et qu'il y avait peut-être la place pour faire quelque chose. Parce que Ousmane Dembélé n'est pas un roi non plus du travail défensif sur le papier à l'arrivée du coach. Pourtant, c'est devenu une machine. Ouais, ça l'est devenu, justement. Et là, c'est tout le flair, et il faut aussi rendre hommage à Luis Enrique là-dessus. C'est qu'il l'a senti probablement, en connaissant Neymar, en connaissant aussi Ousmane Dembélé, pas parce qu'il a entraîné, mais forcément, il a des réseaux à Barcelone où Ousmane Dembélé a passé beaucoup de temps. Il a senti
probablement ce serait plus facile d'incorporer un Ousmane Dembélé dans un collectif. De toute Ouais. façon, j'ai envie de te dire que quand il est arrivé quasiment en même temps que qu'Ousmane Dembélé, c'était déjà très très bien engagé. Il y avait déjà une espèce d'accord entre l'entourage d'Ousmane Dembélé et du Paris Saint-Germain quand Luis Enrique arrive. Donc c'est des choses qui sont déjà plus ou moins avancées, hein. Il n'a pas vraiment eu la main d'ailleurs sur le Non. mercato d'été 2023 quand il arrive. Mais je disais, il faut lui rendre hommage parce qu'il a senti assez rapidement justement qu'il pouvait avoir la main, en tout cas qu'il pouvait façonner Ousmane Dembélé et en faire peut-être le prochain Ballon d'Or. Alors que pour Neymar, c'était un peu plus compliqué. Il a son caractère, il a un statut de star mondial aussi. Et c'est vrai que, bon, Neymar, et on en parle aussi dans le livre, à un moment donné, quand il y a des choses qu'il ne souhaite pas tellement faire, il les fait pas. Après, Non, quand il veut être magnifique sur le terrain et qu'il veut être magique, c'est vrai. il a peu d'équivalent au monde. Il y a la partie enfer dans le titre. L'enfer, de l'enfer au paradis, c'est important de le mentionner parce qu'on a tendance à l'oublier. L'enfer, sous les ordres de Luis Enrique, ça commence par le début de saison, de cette saison 2024-2025. Quand je parle de l'enfer du début de cette épopée, il y a les défaites qui sont successives, notamment je vais me consacrer à la Ligue des Champions, mais l'Atlético Madrid, Arsenal, où Arsenal c'est criant, hein, l'écart qu'il y a entre le niveau des deux équipes sur l'instant T. Je pense aussi à la défaite face au Bayern. Il y a eu des défaites qui étaient très alarmantes. On était à ça de l'élimination du côté du PSG. Comment c'est vécu en interne? Comment est-ce que le groupe Bah, le vit? durement. C'est dur parce qu'en fait, tu pars sur un nouveau projet sans Kylian Mbappé, sans vedette. On parlait de Neymar, on parlait de Verratti, on parlait de stars mondiales, en tout cas de top joueurs à leur poste au niveau mondial. Et c'est vrai que le fait que ça démarre aussi mal, ça interroge beaucoup en interne parce que on nous l'a vendu la saison passée comme une saison de transition. Ça devait pas être la saison où il gagne la Ligue des Champions. Ça Non. devait être une saison, bon, où tu fais peut-être quart, demi-finale, tu sors face à un gros, t'as fait ton championnat, t'as gagné le titre, t'as gagné la Coupe de France. Bon, ils se seraient tapés dans les mains, ils auraient dit c'est une deuxième bonne saison. On a fait demi-finale la première. Là, on fait peut-être quart demi, on sort contre un gros. Et sur la troisième saison de Luis Enrique, on va aller chercher la Ligue des Champions. Bon, bah, il se trouve que sur cette première saison de transition, la Ouais. deuxième de Luis Enrique, Ouais. ils arrivent à gagner cette Ligue des Champions. Mais tu fais très bien de le rappeler et on en parle vraiment dans le livre parce que c'est un des temps forts vraiment hein, qui permet de comprendre aussi comment ce groupe s'est soudé, comment ce groupe s'est forgé, comment il a réussi à faire corps et à traverser d'autres étapes par la suite beaucoup plus compliquées. Parce qu'au début de saison, il y a les défaites que tu as évoquées. En interne, ça se passe pas forcément bien. Non. Tu sais comment ça se passe. Quand les défaites s'enchaînent, il y a de la crispation, on a tendance à se rejeter à la faute, c'est-à-dire que il y a des tensions aussi entre le coach et les joueurs, entre certains dirigeants également. Et ça a été solutionné finalement par des dialogues, des dialogues, des discussions entre joueurs, mais surtout un dialogue et un discours de Luis Enrique qui a fait toute la différence. C'était tout début de décembre, le 3 décembre, on en parle largement dans le livre, hein. On y a consacré un sous-chapitre. Et c'est vrai qu'il y a ces paroles assez sincères de Luis Enrique où il fait quelque peu un espèce de mea culpa à sa manière. Ouais. Il n'a pas du tout l'habitude de le faire. Hein. C'est quelqu'un de Non. plutôt autoritaire. C'est faites ce que je dis et on y arrivera, vous verrez. D'ailleurs, il y a rien qui dépasse. Hein. Quand Luis Enrique parle, au campus PSG, je peux te dire que tout le monde file droit. Et là, bah, il a fait preuve d'empathie. Ça a agréablement surpris les joueurs. Et derrière, c'est vrai qu'il y a une espèce de relation de confiance qui s'est recréée, en tout cas petit à petit. Et puis ensuite, ce qui fait la différence, comme toujours, hein, c'est les résultats. Et cette victoire face à Manchester City au mois de janvier en phase de Ligue des Champions, c'est vraiment un des moments fondateurs de ce groupe. Et c'est ce qui va permettre au Paris Saint-Germain de devenir ce qu'il a été jusqu'à la fin de la compétition. Je t'avoue que ce passage du livre, il me manquait que le popcorn dans le train pendant que j'étais en train de le lire. Franchement, j'en ai pas perdu une miette. C'est hyper fascinant parce que c'est la partie, je crois, de ce coach qui m'a le plus touché dans ce que vous racontez parce que, voilà, de l'extérieur, on voit cet homme qui est capable d'être très froid, même si je pense qu'il manipule la communication avec un talent qui est loin d'être commun à beaucoup de gens. Il est capable d'être très froid, très distant, très presque tyrannique dans son attitude. Et pour le coup, il fait un volte-face assez impressionnant dans sa relation avec ses joueurs. Et vous évoquez
un point presque de rupture à un moment qui est atteint. C'est pour ça que je te parle de ces défaites. C'est qu'il y a certes les défaites au niveau du résultat, ça ne va pas. Donc, il n'y a pas cet argument-là en sa faveur. À la rigueur, quand on souffre mais qu'on gagne, c'est plus simple à avaler. Mais là, il y a le fait que les résultats ne sont pas là, que la pression commence à se faire très insistante sur le Paris Saint-Germain. Il y a eu des départs importants de joueurs qui étaient plus ou moins appréciés quand même dans cet effectif et ça ne paye pas tout de suite. Et puis, il y a ce contrôle sur l'hygiène de vie. Le cas Ousmane Dembélé, on va y revenir. Et puis, il y a Marquinhos aussi, hein, qui est très important dans le développement. Mais il y a le contrôle qu'inflige Luis Enrique à tous ses joueurs. Vous parlez quand même de prises de sang qui sont prises de manière hebdomadaire auprès de ces joueurs pour mesurer le niveau de fatigue. Alors, je suis peut-être complètement novice dans cet environnement, cette thématique-là. Mais est-ce que c'est commun d'aller jusque-là pour mesurer le niveau de forme de ces joueurs? C'est vrai que ça, c'est un élément que je révèle dans le livre et que d'autres grands clubs utilisent. Hein. C'est pas propre au Paris Saint-Germain, mais à l'échelle française, je l'ai pas entendu dans beaucoup de clubs, très honnêtement. Et j'étais le premier surpris d'ailleurs quand on m'a dit ça. J'ai dit attends. Réexplique, c'est quoi cette histoire après le match, une prise de sang? C'est fou. Et donc ouais, c'est vrai qu'ils font des prises de sang parfois avant les entraînements, parfois juste après les matchs pour en fait, ça dit aussi toute la minutie du staff du Paris Saint-Germain. On l'a vu la saison passée, bon, en début de saison c'est un peu plus compliqué, mais il y a eu très peu de blessés la saison passée, ils ont pu compter sur toute leur force vive lors des matchs coup près, lors des matchs importants, et c'est aussi grâce à ces petits détails-là, c'est-à-dire qu'avec la prise de sang, bon, je suis pas médecin, mais ils arrivent à évaluer le niveau de fatigue, et c'est aussi grâce à ça qu'ils vont rallonger certaines séances, qu'ils vont raccourcir pour certaines séances. Ils vont dire, toi, écoute, on a fait le bilan, c'est mieux que tu fasses une séance en salle juste après une rencontre, par exemple. Ils vont réussir comme ça à faire un espèce de planning à la carte pour les joueurs et ça leur permet justement de mieux récupérer, d'être performants surtout, puisqu'ils ont mieux récupéré, d'être performants quand ils sont sur le terrain et de moins se blesser aussi, parce que c'est aussi l'un des objectifs, c'est la prévention des blessures, comme je le disais, ils ont été épargnés quand même la saison passée, et de voir tout ce qu'ils ont mis en place, et ça c'est un exemple qu'on développe dans le livre, il y en a d'autres, ça permet de se rendre compte à quel point c'est quand même un staff de très haut niveau. Oui, c'est vrai que le détail du travail de Luis Enrique et de son équipe autour de ce succès du Paris Saint-Germain et de la préparation. Encore une fois, dans ce livre, je vais beaucoup le dire dans cet échange, mais allez-y, c'est sincère, franchement, je me suis régalé page après page, vous n'allez pas être déçus, je sais qu'il y a beaucoup de fans de foot, et on va éviter de faire des raccourcis, mais qui n'aiment pas beaucoup se poser devant un livre, etc. Mais allez-y, ça se dévore très rapidement, et c'est vraiment passionnant. Il y a, comme je te l'ai dit, tout ce contrôle qui amène à des frustrations, de par le contexte aussi, des résultats, et là, quand je parlais de Marquinhos, beaucoup sous-estiment le niveau d'implication et l'importance qu'il peut avoir au sein de ce vestiaire. Il y a plusieurs épisodes, je ne vais pas tous les décrire parce qu'on ne va pas spoiler tout ce qu'il y a dans le livre évidemment, mais il y a quand même un niveau de tension. C'est sorti déjà, on a parlé du fait que son brassard de capitaine soit remis en question par Luis Enrique avec un premier vote qui n'est pas forcément fait comme lui l'aimerait et qui en provoque un deuxième. Il y a peut-être un petit peu de mauvaise foi là-dessus. Mais la relation entre Marquinhos et Luis Enrique, malgré tout ça, j'ai été impressionné par la maturité de Marquinhos, qui ne va pas au clash avec lui. C'est quoi la relation entre les deux? Je pense que Marquinhos, il était vraiment très très intelligent avec Luis Enrique. Je pense qu'il a vraiment été vraiment intelligent, patient, et qu'il a su gagner la confiance de son entraîneur. Parce que quand il arrive, Luis Enrique, forcément, on lui fait un peu l'état des lieux, on lui explique un peu comment sont les uns et les autres. Et même s'il estime Marquinhos, attention, il l'estime, je pense qu'il se dit que pour redémarrer un projet, il vaut mieux peut-être partir avec un autre capitaine. Ça, c'est peut-être de prime abord son sentiment qui est partagé par beaucoup au club. Attention, c'est pas que Luis Enrique. Et Marquinhos, il va pas broncher. Il n'aura pas un mot plus haut que l'autre. Il va patienter, il a la confiance de ses coéquipiers, ça va être aussi très très important, parce que dans l'épisode du vote dont tu parles, très rapidement, on en a déjà parlé et on rentre vraiment dans le détail dans ce livre, et on révèle d'ailleurs qui est-ce que la direction, et notamment les dirigeants souhaitaient voir porter le brassard de capitaine. Il y a deux, trois candidats, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un premier vote à main levée, et les joueurs tout de suite disent Marquinhos,
Et Luis Enrique, il dit non, c'est pas la dictature, on va refaire un vote. Et là, ils font une espèce de vote à bulletin secret incroyable. Ouais. Et Marquinhos est encore évidemment élu. Et donc il a la confiance en fait de ses coéquipiers. Il va beaucoup s'appuyer là-dessus. Il va beaucoup s'appuyer sur le travail. Il a été vraiment très bon la saison passée, celle de la victoire en Ouais. Ligue des Champions. C'est vrai. Et donc le fait de s'appuyer sur ses coéquipiers, de travailler énormément, de pas broncher, de continuer à montrer l'exemple, parce que ça aussi c'est très important. Il montrait l'exemple sans cesse dans le vestiaire. Il a une très belle relation aussi avec les supporters, avec les fans. Tout ça, ça a convaincu Luis Enrique en fait que Marquinhos, il est indiscutable. Quand tu dis, il est soutenu par tout le vestiaire. Il prend la défense de ses gars aussi quand ça va pas. Et ça, c'est important. C'est vrai. C'est important parce que on le voit surtout ces dernières semaines. On l'a vu très ému, que ce soit au moment du sacre du PSG. On l'a vu encore ému le week-end dernier avec le passage de Presco, Kimpembe qui faisait ses adieux au Parc des Princes. Il a cette étiquette de joueur un peu trop sensible, comme pouvait l'avoir un peu Thiago Silva avant lui. Et pourtant, quand il faut aller au charbon, quand il faut aller face à l'adversité, il n'hésite pas une seconde à le faire. Ça a été le cas là face à Luis Enrique, ça a été le cas aussi face au Parc des fois, quand les choses ne se passaient pas bien. Donc faut tirer un coup de chapeau à ce joueur, je pense qu'il est un peu sous-estimé, je ne suis pas le premier à le dire. Il est un peu sous-estimé dans le rôle qu'il a au sein de cet effectif. Il y a un autre épisode important, surtout à l'arrivée du Ballon d'Or, parce que cette vidéo va sortir avant. Ousmane Dembélé, j'aime bien retracer l'histoire parce que oui, il avait l'image du joueur qui n'était pas capable de se réveiller à l'heure quand il était au FC Barcelone, qui était très fragile aussi, beaucoup de blessures. On a l'impression de voir l'opposé de ça depuis qu'il est au Paris Saint-Germain et encore plus sur la saison dernière. Il y a quand même une mise à l'écart, ça part par une mise à l'écart à Arsenal. On l'oublie tous, mais il est mis de côté parce qu'il n'affiche pas tout ce que voudrait voir Luis Enrique. C'est quoi qui manque, justement? Qu'est-ce que lui reproche Luis Enrique au moment de sa mise à l'écart contre Arsenal? En fait, et là aussi on rentre un peu dans le détail dans le livre, évidemment, pour bien expliquer comment ça s'est passé. Grosso modo, il y a deux choses. C'est vrai qu'il est en retard. Il y a une histoire de retard à l'entraînement, c'est une réalité. Quelques jours avant, il y a eu un match aussi de championnat où, bon, ça, le ton, c'est pas que le ton est monté, mais il y a eu peut-être des paroles qui auraient pu être évitées. Il n'y a pas eu d'insultes, hein, mais voilà, des réflexions qui auraient pu être évitées, de la frustration en fait, surtout. Mais de la part de Et Dembélé ou de la part de Luis Enrique? de plusieurs joueurs, dont Dembélé. D'accord, ok. Sauf que quand Ousmane Dembélé ça a peut-être un petit peu plus de portée. Ouais. Et ça, il n'a pas forcément bien accepté Luis Enrique. Donc entre ça et le retard à l'entraînement juste après, bah il y avait tout finalement pour qu'il le sanctionne. C'est une sanction qui a été et là aussi c'est important vraiment de se resituer et on essaye de l'expliquer vraiment dans le livre pour que les lecteurs comprennent bien que à ce moment-là, au club, tout le monde n'est pas avec Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il y a un soutien public affiché qui est obligatoire dans tous les cas. C'est aussi le nouveau système, entre guillemets, c'est on soutient le coach qui représente, qui est le garant du collectif, Ouais. mais ça n'empêche pas en interne certaines voix il y a un petit bruit de couloir, ouais, quand même il abuse Luis Enrique, on va à Arsenal, sans Ousmane Dembélé, bon on n'est pas au mieux déjà, en plus il nous enlève le meilleur joueur, bon comment est-ce qu'on va faire, en plus il y a défaite. Ouais. Mais juste après, c'est vrai que dans leur relation, Luis Enrique, Ousmane Dembélé, relation qui n'a pas toujours été linéaire d'ailleurs, Luis Enrique finalement il a réussi à tirer le meilleur d'Ousmane Dembélé. Il a réussi aussi, et ça faut lui tirer un grand coup de chapeau parce que personne ne l'avait vu arriver, il l'a mis à un poste de numéro 9, et bien qui lui a permis de s'exprimer pleinement, en tout cas de se révéler en tant que buteur. Et en interne, Luis Enrique il disait souvent, il disait mais le point de départ de tout ça, c'est quand je l'ai mis, c'est quand je l'ai laissé à Paris. Hein. C'est quand je l'ai laissé à Paris que je l'ai pas pris pour venir avec nous à Londres. Ouais. Ça a été doublement efficace pour lui en fait. Et ça, il le dit bien et il s'est pas privé de le répéter en interne. Bah, c'est déjà que Ousmane Dembélé a bien compris que il fallait suivre, il fallait, en gros, c'est tout le monde derrière le chef, Ousmane Dembélé aussi. Et puis pour tous les autres aussi, c'est de dire, vous avez vu Kylian Mbappé, je l'ai mis sur le banc de touche la saison passée, hein, tout ce qu'il représente, un des meilleurs joueurs de l'histoire en France, etc., etc. Là, Ousmane Dembélé, qui est peut-être le meilleur joueur là du Paris Saint-Germain, je l'ai mis aussi de côté pour un match très important en Ligue des Champions. Donc si vous me suivez pas, si vous ne suivez pas la ligne que j'ai mise en place, eh bien vous allez être mis de côté de la même manière. C'est l'idée un peu de dans la cour de récré de frapper le plus fort pour calmer tout le monde. Ouais. Ça a l'air de marcher même chez les grands apparemment.
Euh, Il y a il y a la façon de gérer son groupe, c'est ressorti avec Gigi Donnarumma. Ça a divisé vraiment au sein des supporters du Paris Saint-Germain, mais pas que. Tous les fans de foot français ont donné leur avis sur la façon de gérer le cas. Entre l'injustice de il vous a ramené une Ligue des Champions, vous le virez derrière comme un malpropre, en faisant un petit peu écho avec ce qui s'était passé par rapport à Keylor Navas aussi. Certains ont fait le lien, mais ça, c'est plus sur la gestion du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a ceux dont je fais un peu partie, qui estiment que oui, on a réussi quelque chose qui n'était pas forcément attendu sur la deuxième saison, comme tu le dis. Mais pour autant, il y a l'objectif principal, et pour lui, Donnarumma ne présente pas toutes les garanties pour y arriver. Il y a d'un côté cette gestion-là, je l'entends, elle est très claire. Et puis il y a le cas Nuno Mendes. Alors, il n'a pas été hyper exposé médiatiquement, le cas de Nuno Mendes, mais on n'est pas passé loin non plus de le perdre dans le chemin, sur la route, parce que si tout le monde arrive un petit peu à se souvenir, il y a l'utilisation au départ où il est souvent dans les trois de derrière, dans les phases de jeu. On sent qu'il est un petit peu, si je peux me permettre, le cul entre deux chaises. Il ne sait pas ses qualités premières. On sent qu'il n'est pas exploité au maximum non plus de ses compétences sur un terrain de foot. Et puis il y a la discussion contractuelle qui fait que c'est un peu tendu avec le joueur à un moment. On pense même à le perdre. Il y a la rumeur qui circule. Comment c'est géré? Jusqu'où ça va, cette rumeur de le perdre? Est-ce que c'est véridique ou pas? Et comment est-ce qu'on fait la différence du côté du Paris Saint-Germain? Il y avait une grosse frustration de la part de Nuno Mendes, en plus d'avoir un salaire très faible, parce qu'il a vraiment un salaire faible, hein, Nuno Mendes. Il y a des titis qui gagnaient quasiment comme lui ou plus que lui. Donc quand on est titulaire indiscutable, qu'on est l'un des meilleurs latéraux au monde, ça fait un peu mal. Ouais, C'est toujours la même chose, hein, dans un vestiaire. Tu sais comment ça se passe, Colin. Le salaire, ça compte énormément. c'est vrai, c'est vrai. Ah, on se regarde. Ah ouais, tiens, il a acheté une telle voiture. Ah, ok, d'accord. Lui, il peut faire ci, il peut faire ça. Ah, ok, d'accord. Mais je comprends pas. Lui, il est titulaire indiscutable, mais il peut pas s'acheter, tu vois. Ouais. Donc, ça marche aussi comme ça, un vestiaire. Et il y avait une forme de frustration de la part de Nuno Mendes de se sentir pas suffisamment considéré à ce niveau-là. Et puis il y avait un problème de poste aussi, un problème d'utilisation plutôt, où il estimait qu'il n'apportait pas suffisamment et qu'il ne pouvait pas développer la pleine capacité de son potentiel à ce poste-là, parce que sur la feuille, il était arrière gauche, mais généralement, il était plutôt dans les trois de derrière, et Hakimi montait et évoluait au milieu, voire en attaque. Et donc c'est vrai que ça fait partie des discussions. C'est pas de dire que Nuno Mendes a imposé quoi que ce soit à Luis Enrique, mais il a aussi, l'entraîneur espagnol, mis un peu d'eau dans son vin en essayant de trouver la meilleure solution pour le mettre en valeur, tout en sans se mettre en difficulté ou sans se renier. Et donc quand ils ont réussi à trouver le juste équilibre, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, entre l'épanouissement sur le terrain et les finances, ça s'est débloqué et il a pu prolonger. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était très tendu, et sur des profils comme ça, c'est facile de se retourner, parce qu'il a déjà plusieurs clubs, notamment en Angleterre, qui lui faisaient les yeux doux, qui étaient prêts à lui proposer 3-4 fois ce qu'il gagnait. Donc il aurait pu sans problème partir. Mais lui, comme d'autres joueurs aussi, c'est le cas, ça a été le cas avec la prolongation de Vitinha par exemple, il souhaitait quand même rester au Paris Saint-Germain. C'était son choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il aurait quitté le Paris Saint-Germain vraiment si il y avait eu un gros souci. Ça n'a pas été le cas, et heureusement d'ailleurs pour Paris et pour lui, quand on connaît la Ouais, suite. je pense heureusement pour tout le monde. Mais c'est pour ça que je Ouais. profite de notre échange pour voilà, mettre la pleine lumière sur tout ça. On entend beaucoup c'est Luis Enrique, je ne contredis pas ça du tout. Mais j'aime voir que justement, Luis Enrique, il a été capable de ne pas aller simplement dans son sens à lui et avec ses vérités. Il a été capable de mettre un peu d'eau dans son vin, comme tu dis, dans différents scénarios pour que les choses se passent bien et arriver à ce qu'on connaît pour la fin de saison. On voit l'union sacrée au Paris Saint-Germain. Maintenant, ça y est, Nasser, Luis Campos, Luis Enrique, tout le monde va bien. Ah bah c'est toujours plus facile quand ça gagne. Ah mais bien sûr, tout le monde s'aime, tout va bien. Voilà, encore une fois, j'aime bien aller chercher la petite bête, chercher les petites choses, et c'est particulièrement bien expliqué et retracé dans le livre, encore une fois. La relation, premièrement, Luis Campos, Nasser El Khelaifi, elle n'est pas hyper limpide au départ.
J'ai en tête le fameux épisode quand Luis Campos est encore à Lille, le gros échange où Nasser Al-Khelaifi ne sait même pas, en tout cas fait semblant peut-être de ne même pas savoir qui est Luis Campos quand le Portugais lui explique que voilà, ici c'est Lille et c'est pas le PSG, on met pas la pression sur les arbitres. Grosse séquence qui avait fait le tour des réseaux sociaux notamment. Comment est-ce que la collaboration est possible? Il y a l'épisode Kylian Mbappé à l'époque qui prône vraiment l'arrivée de Luis Campos, mais au final il reste alors que Kylian Mbappé s'en va. Comment ça se fait ce moment-là? En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, c'est vrai que bon, c'est-à-dire que les deux, ils partent pas sur les meilleures bases, même Non. si c'est deux personnes vraiment très intelligentes, de personnalités particulièrement fines dans leur analyse, deux bons politiciens, et ils ont vite compris que c'était dans l'intérêt de l'un et de l'autre d'avoir de bonnes relations. Après, il y a eu différents épisodes. Ce qui s'est passé à Lille, ça date un peu. Il y a un épisode qu'on raconte dans le livre qui est assez savoureux, Fascinant. après une interview chez nous en plus, sur RMC en 2022. Ouais. On va pas tout spoiler, on va laisser les gens découvrir. Mais concrètement, Luis Enrique, il avait un peu expliqué qu'il n'était pas content. Luis Campos, pardon, il avait un peu expliqué qu'il n'était pas content du mercato et que il avait mis certaines choses en avant qui pouvaient remettre en cause quelque part les choix aussi des patrons du club. Et derrière, il y avait une explication très très musclée entre les deux. On rentre dans les détails et dans les coulisses dans le livre. Non, pour répondre à ta question, je pense que ils ont compris les deux. Hein. Ils ont compris les deux, malgré le fait qu'il y ait des tensions parfois, que leur entourage respectif parfois souffle sur les braises. La prolongation de Luis Campos, elle a mis beaucoup de temps à arriver. Luis Enrique, il a prolongé rapidement en début de saison. Ça arrivait beaucoup plus tard pour Luis Campos, qui voulait aussi avoir des garanties. On a beaucoup parlé de finances. Il en a été question, évidemment, mais c'est pas tout. Il voulait avoir des garanties sur son champ d'action, notamment. Et je pense que pour lui, ce qui a été aussi déterminant, c'est aussi l'aboutissement de ce projet, de ces 3 années de travail pour lui, et le fait que le Paris Saint-Germain, au bout de sa 3e saison, gagne la Ligue des Champions. Il avait été prolongé avant, mais il a quand même été prolongé, et on lui a donné ces garanties-là à un moment donné où, bon, on sentait vraiment que le PSG était dans le très très bon train, si ce n'est pour gagner la Ligue des Champions, en tout cas pour aller au bout, pour aller loin en finale notamment. Donc ça a commencé difficilement, et au fil des années, il y a eu des hauts et des bas, comme on explique dans le livre. Et finalement, ça se termine plutôt bien. Et maintenant, ils ont vraiment une bonne relation. Après, dans le foot, c'est comment ça se passe. Hein. Ça va très vite. Mais aujourd'hui, ils ont quand même une relation de confiance. Il y a quand même des couacs. Là, je t'amène à ce qui se passe en ce moment. Il y a des couacs dans ce qu'on voit du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'ils sont surprenants, ces couacs, dans ce qu'on voit, l'hécatombe de blessures qui étaient, je pense, assez facilement anticipable de par le nombre de matchs qu'ont disputé ces joueurs-là. On a rajouté en plus la Coupe du Monde des clubs. Quand on connaît l'intensité, le niveau d'exigence de Luis Enrique, le nombre de matchs à répétition, je ne comprends pas que ce soit toujours pas Hakimi qui soit dans la liste des blessés. Je n'arrive pas à le comprendre. Mais bref, on va toucher du bois pour que ça n'arrive pas. Tous ces éléments-là, ils ont été criés haut et fort sur les réseaux sociaux, ils ont été criés haut et fort via les médias. Et je pense que, en tout cas, ce serait très surprenant qu'on n'ait pas eu forcément cette anticipation-là du côté du staff du Paris Saint-Germain pour les besoins de ce mercato. Malgré Nasser, malgré Luis Enrique, malgré Luis Campos, peu de mouvements du côté du PSG cet été en termes de venue. Tous les postes ne sont pas forcément doublés en nombre du côté du Paris Saint-Germain. Et là, on voit l'hécatombe de blessures. Comment c'est possible qu'on en arrive là quand on a listé toutes les compétences de ces personnes réunies? Il y a, pour moi, 2 facteurs. Le premier, c'est que ils partent du principe, notamment Luis Enrique et Luis Campos, la doublette, hein, d'ailleurs, ils marchent bien ensemble, et c'est pour ça qu'on leur consacre la 2e partie du livre, en tout cas le titre, parce que c'est eux vraiment qui ont pavé le chemin vers ce qu'on appelle le paradis. C'est vraiment les architectes. Il y en a un qui agit en coulisses, qui travaille, qui forme le puzzle, comme il aime le dire, et évidemment c'est soumis à l'entraîneur qui valide. Parce que Luis Enrique, il aime valider, et il aime donner son aval, parce que in fine c'est lui qui va faire jouer les joueurs. Et ce qu'ils aiment, ce duo-là, c'est d'avoir des joueurs vraiment qui arrivent parce qu'ils sont performants, parce qu'ils peuvent jouer dans ce collectif-là, et parce qu'ils estiment qu'ils
c'est des joueurs même qui peuvent devenir titulaires. Si tu regardes bien ces dernières années au Paris Saint-Germain, c'est quasiment que des joueurs où le staff se dit ils peuvent basculer titulaires. Même Matvey Safonov, il a eu sa chance la saison passée. C'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, match à Munich face au Bayern, s'il enchaîne 2-3 bons matchs, c'est pas dit que c'est Donnarumma qui finit la saison. Oui, c'est clair. Donc l'idée de ce staff-là, c'est toujours de recruter, mais de recruter en qualité. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que sur ce mercato, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé sur certains postes, notamment celui d'arrière droit, ou même d'autres postes, parce que tous les postes ne sont pas doublés, tu l'as dit, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé de joueurs suffisamment intéressants à leurs yeux, sachant en plus, puisqu'on parle beaucoup de ce poste d'arrière droit finalement, parce que Hakimi, il est exceptionnel, et c'est vrai qu'on se dit, le jour où il est pas là, que tu dois jouer un demi-finale, un quart de finale, ou peut-être une finale, c'est pas la même limonade. Non. Sauf que Luis Enrique a tort ou a raison, et on verra si ça va, si la suite lui donnera raison. Encore une fois, il a souvent eu raison, donc on va lui donner un peu de crédit, devoir lui faire confiance. Lui, il estime que João Neves ou Renze Emery peuvent tout à fait couvrir ce poste-là. Donc, pour répondre à ta question sur ce poste-là précisément, c'est vraiment la réflexion du coach, et Luis Campos, comme le président, il se range derrière ça. J'ai du mal à être convaincu par cette hypothèse, je l'entends, il l'a répété plusieurs fois. J'ai toujours pensé que c'était un discours de façade parce que pour justifier le fait de ne pas avoir trouvé chaussure à son pied pour la doublure du poste d'Hakimi. Pour moi, mais c'est ce que je te dis aussi, Colin, c'est ce que je te dis aussi. Moi, mon intime conviction, c'est qu'ils n'ont pas trouvé. Okay. C'est qu'ils n'ont pas trouvé, ou alors qu'ils n'ont pas su convaincre les joueurs qui souhaitaient, qui ciblaient pour ce poste-là, parce qu'il faut aussi... mets-toi à la place du joueur qui va arriver et qui va être doublure d'Achraf Hakimi. Si t'es ambitieux, que t'es un top joueur et que t'as beaucoup de clubs, il vaut mieux peut-être pas venir dans une situation où potentiellement tu vas pas beaucoup jouer, même si tu vas beaucoup tourner. Luis Enrique, tu sais que les top matchs tu vas pas les jouer concrètement. C'est clair. Donc face à ça, même si à la CAN cette saison qui va rajouter encore un nombre de matchs à Hakimi, mais c'est vrai que dans les matchs importants qui vont compter, normalement, si tout va bien, tu n'y seras pas. C'est vrai que signer dans ce contexte-là, c'est compliqué. Évidemment, on va pas tout spoiler, donc je vais pas aller plus loin dans le contenu du livre. Je vais juste vous encourager à aller l'acheter, tout simplement. Voilà, régalez-vous, prenez un peu de temps, asseyez-vous. En un week-end, c'est terminé et vous le regretterez pas, je vous le promets. Il y a plusieurs épisodes dans ce livre sur lesquels je ne suis pas revenu, c'est surtout sur la première partie. Tu as, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, tu as consacré beaucoup de temps, notamment à l'after, pour revenir sur les détails. Donc, je ne trouvais pas très pertinent de le faire. Par contre, il y a 2-3 anecdotes qui m'interpellent un petit peu quand tu parles des passes droits, notamment à l'époque de Zlatan Ibrahimovic ou même de l'époque de Neymar et Mbappé. Vous en parlez sans forcément décrire le contenu qu'il y a derrière ces passes droits, ce que ça représente réellement. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de choses lunaires dans le monde du foot ou des choses qu'on a déjà vues quand même qui sont... Non, c'est des choses qu'on a déjà vues et on en parle. Hein. Franchement, c'est écrit noir sur blanc. Alors, il y a deux choses. Et ça fait référence en fait à la première partie qui est consacrée à ce qu'on a appelé l'enfer. Hein, je le rappelle encore une fois, c'est pas les résultats. Paris Saint-Germain, il se balade en Ligue 1, on le voit tous, il n'y a pas de souci, on a la télé. C'est vraiment l'enfer des relations, c'est l'enfer de la situation, l'enfer du contexte et des relations humaines au Paris Saint-Germain sur les 2-3 dernières années. Sur la saison qui vient de s'écouler, c'était forcément beaucoup mieux et c'est pour ça qu'on disait de l'enfer au paradis. C'est ces choses-là qui ont vraiment mis beaucoup de tension au sein du club. Pour moi, il y a on peut les développer en deux parties. La première, c'est comme tu le disais, c'est des choses qu'on voit fréquemment dans les clubs. Ça va être le joueur qui peut parfois se permettre d'arriver un peu en retard, celui qui, de par son statut, peut se permettre certaines choses, écourter la séance d'entraînement, choisir avec qui il va jouer lors de petits taureaux, par exemple, ou lors de certains exercices. Moi, j'ai envie de jouer avec un tel, voilà, c'est comme ça, ce sera pas autrement. J'ai envie, il pleut, je me sens pas très bien, donc je préfère rester en salle plutôt que d'aller sur la pelouse. Tout ça, c'est des exemples et des éléments qu'on cite d'ailleurs avec les joueurs concernés, vous irez lire. Et puis la deuxième chose, c'est là aussi un épisode, moi, qui m'avait frappé. Quand on m'avait dit ça, franchement, j'ai double-checké 2-3 fois parce que j'avais l'impression que, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était faux.
Je me disais, mais c'est pas possible. Quand ils perdent en Ligue des Champions en 2022 contre le Real Madrid, certains joueurs ont prévu de rester à Madrid pour faire la fête. Ah ouais, cet épisode. Ils ont prévu avant le match, forcément. Mais tu perds. Non, mais... Et malgré la défaite, certains joueurs voulaient rester sur place pour faire la fête, Ouais. ou en tout cas pour rester à Madrid. Et j'ai trouvé ça tellement lunaire. Et ben, c'est la réalité. Ils voulaient rester. Et si Nasser Al-Khelaifi, qui pour le coup là a eu la jugeote en se disant non, on peut pas laisser passer ça, s'il les avait pas rattrapés par le col, il y aurait eu sans doute un autre scandale, parce que forcément les journalistes, surtout locaux là-bas à Madrid, on critique parfois la presse française là-bas dans le voyeurisme. Je pense que c'est un autre niveau. Il aurait forcément su, et ça aurait fait les choux gras de la presse. Donc c'est tout ça qui rendait parfois l'atmosphère difficile, tendue, voire extrêmement tendue et difficilement vivable pour les membres du club. Tu me dis que cette info-là, et j'avoue, j'ai été choqué en la lisant. J'ai vraiment été choqué en la lisant parce que, comme tu dis, oui, tu peux le prévoir avant le match en te disant, bon, si les gars, on va gagner et puis après, on va fêter ça. Mais une fois que tu perds, surtout les circonstances de cette défaite qui sont vraiment lourdes, avoir le cœur, encore une fois, à aller fêter ça dans la ville concernée, c'est un peu compliqué. Bon, il y a des hommes derrière les joueurs, mais quand même. Qu'est-ce que ça traduit? Pourquoi? Est-ce que ça traduit un manque d'attachement au club, un manque d'implication? Ou c'est juste qu'on oublie qu'il y a des hommes derrière et que les hommes, ils ont aussi besoin de vivre en dehors de ce monde du foot, même si c'est leur profession. Comment tu le lis, toi, ça? Moi, j'aime pas, de manière générale, j'aime pas trop critiquer les joueurs. Je trouve que on les matraque, on les critique déjà énormément parce qu'ils gagnent trop, parce que ils font le plus beau métier du monde et que parfois c'est difficile, c'est vrai, pour certains de concevoir qu'ils peuvent gagner autant d'argent, même si ça s'explique économiquement. Pourquoi est-ce qu'ils gagnent autant? Ça sort pas de nulle part. Mais c'est vrai que sur cet épisode, j'ai eu du mal à comprendre, et en creusant un peu, finalement, tu te rends compte que c'est l'institution le problème. Elle est pas suffisamment forte. On peut pas imaginer pareille scène à Munich, à Madrid, l'Atlético, le Real d'ailleurs, à Barcelone, dans des institutions comme ça. Tout comme on ne peut pas imaginer ce type de scène dans le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Et c'est là où tu vois qu'ils ont évolué. Parce que quelque chose comme ça, mais c'est même pas imaginable. De pouvoir aller sortir ou rester sur place alors que t'as perdu, errer peut-être dans un club ou dans un appart à faire la fête. C'est inimaginable aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Non. Et c'est là où tu vois le step qu'ils ont passé. C'est vrai. On arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'ai été encore une fois, j'ai pris un grand plaisir à le lire, ce livre. Allez-y, je vous l'ai dit au moins 1000 fois dans cet épisode, mais allez-y. Merci, Colin. Vous allez vous régaler. Qu'est-ce qui t'a le plus rendu fier dans le fait de l'écrire, dans le travail qui est réalisé derrière? Qu'est-ce qui t'a le plus animé? C'est de se dire je fais un vrai travail journalistique. Je rends compte aussi de ces 2 dernières années du Paris Saint-Germain qui ont été historiques. C'est vrai qu'avec Apolline, il y avait cette envie de laisser une trace finalement, de laisser une trace, et surtout une envie d'apporter quelque chose vraiment de différent aux lecteurs, aux fans du Paris Saint-Germain qui ont vécu cette saison avec énormément d'émotions, aux fans de foot en général aussi, parce que tu vois, t'es pas forcément fan du Paris Saint-Germain et pourtant t'as pris du plaisir à le lire, mais parce que tu rentres dans la coulisse du PSG et du foot en général, parce que le vestiaire du Paris Saint-Germain, certaines choses qu'on révèle, ça se passe exactement de la même manière, que tu sois à Chelsea, au Real, au Barça et dans d'autres très grands clubs européens. Donc c'était vraiment ce double plaisir de rendre compte vraiment de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, de pouvoir donner quelque chose de différent aux lecteurs et puis laisser une trace. Forcément, c'est un bouquin qu'on pourra regarder fièrement, j'espère, dans quelques années, et se dire on y était déjà, parce qu'on a vécu une page de l'histoire française avec cette 2e Ligue des Champions après l'OM, et on a raconté un peu à l'intérieur ce qui se passait. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, en espérant que ça en appellera d'autres, et des livres et des Ligues des Champions. L'anecdote qui t'a le plus marqué, toi, personnellement, c'est cette histoire de Madrid? C'est celle-là qui t'a le plus frappé, ou il y a un autre épisode qui, même si on va pas forcément tout dévoiler, qui t'a marqué plus? Je pense que c'est celle-là, et puis je laisse tes nombreux téléspectateurs aller voir l'épisode du vote aussi, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que il y a vraiment les détails, et le vote pour le Capitana, comme le vote pour les pénaltys, c'est quelque chose que j'ai pas vu arriver. Et quand on me l'a dit, c'est vrai que j'étais assez surpris, et ça dit beaucoup de la méthode Luis Enrique, qui a ses côtés positifs, ses côtés négatifs, mais au final on retient qu'une chose, c'est la victoire. Il a gagné avec. Je vous préviens, c'est pas du gossip.
Voilà, on a parlé de plein de choses, mais c'est vraiment lié au foot, aux performances footballistiques du Paris Saint-Germain, à la gestion de Luis Enrique. On n'est pas dans des secrets gossip de ce qu'ils auraient pu faire à Madrid, par exemple, pas du tout. C'est vraiment lié à l'activité de footballeur et aux conséquences que ça aurait pu avoir ou que ça a pu avoir dans le développement du Paris Saint-Germain. Donc allez-y, vous n'allez pas le regretter. Tu fais bien de le souligner, ça, Colin, parce que c'était vraiment important pour nous de nous appuyer sur des documents, comme sur la première partie, par exemple, où on parle de cette affaire qui a beaucoup fait parler, qui va encore faire parler, je pense, entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. On voulait vraiment s'appuyer sur des choses factuelles, des documents qui sont exclusifs pour le coup. Raconter des faits aussi, mais qui se rapportent vraiment au foot, même quand on est dans le vestiaire. C'est pas l'histoire de voyeurisme, c'est vraiment comprendre comment fonctionne un vestiaire de football comme celui du Paris Saint-Germain, quelles sont les petites routines des uns et des autres, le fameux programme Désiré Doué qui lui permet d'être la machine qu'il est aujourd'hui. C'est tous ces petits détails, toutes ces petites coulisses qui te permettent aussi de comprendre ce qui se passe après sur le rectangle vert. Et vu ce qu'on voit avec le niveau de jeu de Bradley Barcola sur ce début de saison, on se dit que il y a peut-être encore un petit contexte qu'il va falloir suivre, une petite histoire qu'il va falloir suivre cette saison, même si la saison passée était déjà de très très haut niveau pour le joueur du Paris Saint-Germain. Merci Fabrice, je me suis régalé. Merci beaucoup pour Colin. Le livre, merci pour ta présence aujourd'hui, parce que je sais que on a couru. Hein. Ça n'a pas été facile de mettre en place cet entretien. Ah bah non, mais t'as un programme de ministre. Ah mais bien sûr, il faut s'adapter. Je vais pour le coup, cette fois-ci, je vais le prendre pour moi, parce que d'habitude, c'est moi qui cours après les autres. Là, c'est moi qui t'ai demandé d'être un peu souple. Merci Fabrice pour tout. Félicitations aussi à Apolline Boucherie. Elle n'était pas avec nous aujourd'hui. L'excellente Apolline Boucherie. C'est un énorme boulot que vous avez réalisé tous les deux, et c'est parfaitement adapté, je trouve, au grand public pour le temps de lecture, pour l'efficacité dans les révélations. On s'ennuie pas une seconde. Pour les autres, on se retrouve très vite dans Call Interview. Il y a pas mal d'interviews. Je sais, on a ralenti ces derniers temps, mais on va repartir fort. Il y aura pas mal d'interviews qui vont arriver avec des messieurs aussi impressionnants que celui-ci. Et pour le coup, dites-moi en commentaire, une fois que vous aurez lu ce livre, quelle est l'anecdote qui vous a le plus marqué, parce qu'on va échanger. C'est sûr qu'on va en parler de ce bouquin. À bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve autour du foot. Ciao.